Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, une vidéo consacrée aux Houston Rockets, une équipe des Houston Rockets qui réalise un très bon début de saison puisqu'après à peu près un quart de compétition, eh bien l'équipe affiche le deuxième meilleur bilan de la NBA. L'équipe a gagné 13 de ses 14 derniers matchs, donc on est sur une très bonne dynamique. Et depuis que Chris Paul est revenu dans l'effectif, les Rockets sont sur 7 victoires consécutives. Donc je vous propose d'analyser les raisons d'un succès, de ces performances de Houston sur ce premier quart de saison. Pourquoi ça marche? On a une équipe de Houston qui est complètement dans l'incarnation à son paroxysme de ce qu'on a appelé le Murray Ball. Daryl Morey, vous le savez, c'est le general manager de cette équipe des Houston Rockets, arrivé je crois de mémoire en 2007, issu du monde de la statistique et qui a théorisé et qui s'est énormément appuyé sur les stats avancées pour construire la philosophie de l'équipe, construire ses recrutements, avec notamment la conclusion que le tir à mi-distance était trop peu rémunérateur en efficacité pour qu'on l'utilise dans le basket et qui préconise une suppression totale du tir à mi-distance au profit du 3 points et des tirs tout près du cercle qui sont beaucoup plus rémunérateurs. Et vous allez le voir, sur ce début de saison, les Rockets sont complètement dans cette démarche et ça marche. Comme quoi les stats, c'est pas du pipeau. Je me souviens encore de Charles Barkley il n'y a pas si longtemps que ça, nous expliquer que les stats avancées c'était du vent, que c'était du pipeau, que ça racontait que des réalités tronquées. Les choses ont bien évolué dans les esprits depuis. Cette équipe des Rockets, c'est la deuxième meilleure attaque de la NBA, donc bien entendu le succès majeur de l'équipe, il est basé sur leur qualité d'attaque. On est à 112 points marqués pour 100 possessions, on a le deuxième meilleur pourcentage en tir réel de la NBA, on est après les Warriors, donc on est dans effectivement les locomotives d'attaque de la ligue. On est complètement dans la continuité de la saison passée parce que c'était déjà l'année dernière la deuxième meilleure attaque de la NBA à 112 points marqués pour 100 possessions et pratiquement 60% au tir réel. Donc on a maintenu cette continuité là avec le Murray Ball à son paroxysme total parce que regardez, c'est ici 55% du volume total de tirs tentés par les Rockets sont des tirs à 3 points. On est dans le bombardement massif. On est dans une guerre à distance. Parce que regardez, le deuxième qui en tente le plus dans la NBA, c'est Miami, à 42%. Il y a un énorme fossé entre la première équipe qui utilise le plus de 3 points, les Rockets, et la deuxième. On était, je crois, à 43 ou 44% la saison passée. Donc, on est encore allé plus loin dans cette démarche de l'utilisation massive du tir à 3 points. Première fréquence d'utilisation, on a la 12e adresse à peu près 37%. Donc, c'est une adresse tout à fait correcte, mais on est clairement dans une démarche quantitative. On tire beaucoup à 3 points, non pas parce qu'on est des super tireurs à 3 points, on est pas mal, mais on tire beaucoup à 3 points parce qu'on veut aller chercher l'efficacité et la rémunération des tirs bonifiés derrière la ligne à 3 points. On est complètement dans une démarche quantitative, on arrose massivement, et dans cet arrosage massif, on arrive à tirer quelque chose de positif et de la bonification. Dans le même registre, regardez cette équipe des Rockets, elle a la 4e meilleure adresse pour les tirs tentés tout près du cercle, à moins de 2,5 mètres du panier. Donc dans la recherche des points à haut pourcentage tout près du cercle, les Rockets sont également très bons, et on a donc sur les deux tableaux une efficacité offensive qui est très pertinente. 90% des tirs tentés par cette équipe de Houston sont soit des tirs à 3 points, soit des tirs à moins de 2,5 mètres du cercle. A contrario, il y a donc 10% de tirs qui sont des tirs tentés à mi-distance. En moyenne, les Rockets n'en tentent que 5 par match. C'est 2 fois moins que la 29e équipe qui en tente le moins, qui est à 11. Donc on a clairement dans cette attaque de Houston supprimé le tir à mi-distance. Le tir à mi-distance n'a plus lieu d'être ici. Va-t'en, va-t'en le tir à mi-distance, tu n'existes plus dans notre attaque. C'est pour ça que je vous dis, on est dans le Murray Ball à son paroxysme total. Et il y a de plus en plus d'équipes qui sont en train d'y arriver. Les Cavs sont dans cette démarche-là. Ça commence à prendre forme et effectivement à séduire de plus en plus d'équipes parce que effectivement l'efficacité offensive, elle est dans ces deux compartiments-là.
Au-delà de ça, vous ajoutez à cette équipe des Rockets une capacité à provoquer des fautes, tenter des lancers francs et donc aller marquer des points à 75-80% de réussite sur la ligne des lancers. On a la 5e meilleure fréquence de lancers francs tentés par rapport aux tirs tentés sur cette saison. On avait la 2e fréquence la saison passée, donc cette capacité à faire tomber les fautes, à les tenter des lancers, elle est toujours présente. Et ça aussi, bien entendu, ça va vous permettre d'avoir des points à haut pourcentage. Des points à haut pourcentage qui boostent votre attaque. Donc on a en fait dans le dispositif des Rockets un schéma qui est très très simple. On a plein de tireurs à 3 points qui vont permettre d'étirer la défense. Ça ouvre des intervalles dans lesquels, eh bien, les James Harden, les Chris Paul, même les Eric Gordon, les Ariza, ils vont pouvoir attaquer en dribble dans ces intervalles et aller au bout, soit en lay-up, parce qu'il n'y aura pas eu d'aide, parce que l'aide, elle va avoir peur de venir aider, parce qu'on va laisser un tireur à 3 points qui est efficace dans le corner, et puis à contrario, s'il y a une aide, eh bien, le joueur qui est parti en lay-up, il va retrouver le tireur à 3 points, qui va pas réfléchir dès qu'il va avoir la réception du ballon, il va déclencher. C'est vraiment le schéma de base classique de cette équipe des Rockets. Il y a également pas mal de séquences avec des pick and roll, notamment Harden, Capella. Et c'est pareil, s'il y a une aide d'un 3e homme sur le pick and roll, on va aller retrouver le joueur qui est laissé tout seul. Ou si on est focalisé sur Harden qui sort de l'écran, Capella ouvre et bénéficie d'un alley-oop. Donc on est dans des schémas d'attaque qui sont relativement simples, mais qui permettent d'aller chercher de l'efficacité offensive. Parce que comme je vous l'ai souvent dit, les choses les plus simples dans le basket sont souvent les plus dures et les plus compliquées à trouver et à exécuter. 60,7% des tirs tentés par les Houston Rockets sont des tirs soit wide open, donc où le défenseur est à plus de 2 mètres du tireur, soit open, où on a un défenseur qui est entre 1,50 m et 2 mètres. C'est la plus haute fréquence de la NBA, donc on a complètement côté Houston, sur ce début de saison, une capacité à aller donner des ballons à des joueurs qui sont tout seuls pour scorer. Soit sur des tirs à 3 points, soit également sur des drives, sur des lay-ups où l'aide n'est pas venue, et on a un panier tout cuit sous le cercle en dessous. Petit aparté. Petite digression qui ne va pas durer bien longtemps. On parle souvent avec les Houston Rockets et Mike D'Antoni de l'attaque 7 seconds. 7 seconds or less. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'on est dans une attaque 7 seconds? Parce que regardez, sur la répartition des tirs tentés de cette équipe des Rockets sur ce début de saison, eh bien la majorité des tirs de l'équipe, si vous additionnez ce facteur-là et ce facteur-là, la majorité des tirs tentés par cette équipe de Houston sont tentés alors qu'il ne reste plus que 15 secondes ou moins sur l'horloge des 24. Et à contrario, la proportion de tirs qui sont tentés en moins de 7 secondes, parce que c'est ça le fondement de cette attaque, eh bien cette portion-là, eh bien c'est une portion minoritaire. Donc, on schématise un petit peu, d'une manière un petit peu trop simpliste, l'attaque des Rockets en disant c'est une attaque 7 seconds. Ça ne veut pas dire qu'ils jouent lentement, ça reste l'équipe qui a le 8e pace, donc qui a le 8e plus haut nombre de possessions jouées de la NBA, mais on était 3e la saison passée. Donc on va vers un ralentissement en fait du tempo des Rockets, un ralentissement qui va permettre en fait la recherche du meilleur tir. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément être tout de suite dans une passe, un tir, on va être dans la recherche de la fixation de la défense pour aller trouver le bon décalage qui va permettre de trouver le bon tir. Donc, si vous entendez parler des Rockets et de l'attaque 7 seconds, précisez à vos interlocuteurs que ça reste une partie quand même minoritaire du volume de tirs tentés des Rockets, même si ça reste dans l'ADN de l'équipe. Il y a un paradoxe Rockets. Il y a un vrai paradoxe Rockets, parce que je vous ai présenté l'attaque, la locomotive, le rouleau compresseur de l'attaque, et pourtant il y a un vrai paradoxe. Il y a un vrai paradoxe de cette attaque des Rockets. Vous allez me dire, on met plein de tireurs à 3 points autour de joueurs qui fixent la défense et qui ressortent sur les tireurs, les James Harden, les Chris Paul. On devrait donc avoir une attaque qui est super efficace dans le catch and shoot. C'est les joueurs qui récupèrent le ballon et qui immédiatement déclenchent un tir. Et bien pourtant, cette équipe de Houston, ça n'est que la 16e équipe de la NBA en termes de pourcentage de réussite sur le catch and shoot. On est à 54%.
au tir réel. Donc c'est la pondération des tirs à 2 points et des tirs à 3 points. Et à contrario, on a une équipe de Houston qui a la meilleure adresse de la NBA sur les pull-ups. Et on est pratiquement aussi à 54%. Or, les pull-ups, c'est je suis en train de dribbler et je déclenche soit en isolation, soit en sortie d'un écran. Ce sont des tirs qui sont beaucoup plus compliqués à prendre. Parce que sur un catch and shoot, c'est un renversement, le défenseur est en retard. Sur un pull-ups, le défenseur, généralement, il n'est pas trop loin. Donc c'est techniquement beaucoup plus compliqué à réaliser en attaque. Eh bien, pas du tout du côté des Rockets, où on va avoir une adresse insolente sur les pull-ups, et c'est comme ça qu'on a un pourcentage au tir réel qui est très 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 élevé. Et puis il y a un autre paradoxe Rocket, c'est que c'est la deuxième équipe derrière l'équipe d'OKC qui produit le moins de passes dans son jeu d'attaque. C'est-à-dire qu'on a une attaque des Rockets qui est relativement statique. Il n'y a pas beaucoup de circulation du ballon, comme ça peut être le cas du côté des Sixers, des Spurs, dans ces équipes des Warriors, dans ces équipes où le ballon est très vivant. C'est pas du tout le cas dans cette équipe des Rockets. Et pourtant, on a beau avoir le deuxième plus faible volume de passes générées par match, on a le 9e taux de passes décisives de la NBA. Donc c'est-à-dire que finalement, on fait assez peu circuler le ballon, mais quand le ballon circule, eh bien, il va tomber dans les mains d'un joueur qui va avoir un tir clé en main. Et on retrouve encore cette attaque des Rockets qui se base beaucoup sur ce qu'on appelle du drive and dish, c'est de la fixation. Je renverse sur un tireur ou je vais au bout si on n'est pas venu aider sur moi. Et ça pourrait sembler paradoxal parce que très souvent les attaques qui font assez peu circuler la balle, elles génèrent assez peu de passes décisives. Et bien là c'est pas le cas, c'est pas du tout le cas, on a encore un paradoxe Rockets. Et en fait ces Rockets, dans leur façon de jouer collectivement, ils sont complètement imprégnés de l'ADN du jeu de James Harden, c'est le pilote du rouleau compresseur Rockets. Parce que regardez, James Harden c'est le deuxième joueur de la NBA qui, en moyenne, par possession, a le plus longtemps le ballon en main de la NBA. Donc, Harden, il monopolise la balle. Mais cette monopolisation ne nuit pas à l'équipe, bien au contraire. Parce que Harden, il a le deuxième meilleur ratio de passes délivrées par rapport aux passes décisives de toute la NBA juste après Chris Paul. C'est-à-dire que James Harden, en fait, il garde beaucoup le ballon en main, ce qui pourrait être pénalisant, parce qu'on pourrait dire c'est un ball hog, il neutralise l'attaque de son équipe, il nuit au collectif, etc. Mais en fait, ce qui pourrait être négatif est utilisé de manière positive, parce que en fait, pendant que Harden a le ballon en main, certes, il ne se passe pas grand-chose en attaque, mais il fixe la défense, et en fonction des réactions de la défense, il va être en capacité d'aller trouver le coéquipier tout seul, qui sera servi et qui pourra sanctionner. Et on a finalement trouvé de la complémentarité entre ce Harden qui monopolise beaucoup la balle et à côté de ça des joueurs qui existent très très bien sans ballon et qui sont en capacité de sanctionner sur des renversements. Et puis, autre paradoxe qui n'en est en fait pas un et qui est complètement sous l'impulsion de James Harden, c'est la réussite sur les pull-ups. Regardez, James Harden, ce qu'il fait majoritairement en attaque, c'est du pull-up. C'est je suis en train de dribbler, je tente un tir à mi-distance ou un tir à 3 points. Eh bien, il est à 57% au tir réel sur ses tirs. C'est pratiquement la même réussite que sur les catch and shoot. Et là où c'est complètement mutanesque, c'est qu'on a un Harden qui est à 42% sur les pull-ups à 3 points. Donc toutes ces séquences où vous voyez Harden là, qui dribble entre les jambes, ça n'en finit plus, et puis je fais un step back, je tire à 3 points sur le défenseur, il est à 42% sur ces tirs-là. 42% à 3 points sur du pull-up, c'est du mutant. C'est du complètement mutant, c'est du hors norme. C'est même tellement hors norme que je me dis, mais c'est pas possible qu'ils maintiennent ce niveau-là sur toute la saison. On est trop sur du hors norme. 42% à 3 points, c'est du catch and shoot. C'est pas du pull-up. Et pourtant avec Harden c'est du pull-up. Donc on est complètement mutanesque. Et puis au-delà de ça, il est très très efficace sur les drives, mais ce pourcentage là sur les tirs à 3 points, et regardez finalement pratiquement un tir sur 2 tenté par Harden en match, c'est un pull-up à 3 points. Donc c'est complètement fou. L'adresse complètement folle de Harden sur les pull-ups, et bien évidemment tire vers le haut l'attaque des Rockets. Donc on a côté Houston une complémentarité totale
entre Harden, qui existe beaucoup balle en main, un petit peu en alternance avec Chris Paul, on va en parler après, et les autres joueurs qui existent parfaitement sans ballon. Des Capella qui ouvrent bien sur les pick and roll, des Anderson, des Ariza, des Bamouté, des Tucker, des Gordon qui effectivement vont rester à l'affût dans les ailes, et s'il y a un renversement sur eux, sanctionné. On a créé cette complémentarité-là qui marche très très bien. On ne se marche pas sur les pieds en attaque, côté Rockets, chacun est dans son rôle. C'est là où je veux en venir. Et encore une petite aparté. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, on nous expliquait partout que Carmelo Anthony allait atterrir aux Rockets. C'était quasiment fait, c'était quasiment signé, ça n'était qu'une question de temps. Et puis ça s'est pas fait. Et je peux vous assurer que tous les jours de saison régulière, toutes les nouvelles journées de saison régulière, dans le bureau de Daryl Morey, on sabre le champagne de ne pas avoir recruté Carmelo Anthony, parce que Carmelo Anthony, sur ce début de saison du côté de OKC, c'est 53% de réussite au tir réel, là où Anderson est à 63% de tir réel. Donc Carmelo Anthony dans le dispositif Rocket aurait impacté négativement l'équipe comme il impacte négativement l'équipe de OKC. C'est terrible à dire, mais c'est la réalité, parce que il ne se serait pas contenté d'un rôle de joueur de catch and shoot comme le fait très bien Ryan Anderson. Il n'aurait pas apporté plus en défense que ce que propose Ryan Anderson. On est dans des niveaux défensifs qui sont relativement bas. On aurait eu aux Rockets un Melo qui fait ce qu'il fait à OKC, c'est-à-dire je fige l'attaque en récupérant la balle, en essayant de jouer en isolation, et ça finit sur un 2 points long. Et c'est pas du tout dans l'ADN Rockets. Alors, évidemment, on peut toujours partir sur des hypothèses qui joueraient pas de la même façon aux Rockets, etc., etc. Avouez que le dispositif entre Rockets et OKC se ressemble énormément. Donc il n'y a pas de raison que Anthony aurait joué d'une façon différente. Je referme la parenthèse. Je reste convaincu que Anthony aurait effectivement tiré vers le bas cette équipe des Rockets et que Houston ne serait pas au niveau actuellement si Anthony avait été recruté. Parenthèse refermée. On parlait de la relation Harden-Chris Paul qui reste encore à définir, parce que effectivement dans le peu de matchs, on en a vu assez peu, on a vu que 8 matchs où les deux ont joué ensemble, et bien justement ils n'ont pas vraiment joué ensemble pour schématiser, ils ont plus joué l'un après l'autre. Alors c'est ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo sur OKC. Quand vous avez deux joueurs qui sont entre guillemets deux joueurs qui jouent de la même façon, donc qui aiment exister avec la balle en main, qui aiment créer, ressortir sur les coéquipiers, etc., ça passe. C'est quand vous en avez trois que ça passe pas. Pour ça que je vous dis que rajouter Carmelo Anthony à ces deux-là, et on aurait eu un naufrage. Mais voilà, cette relation, elle reste encore à définir, parce que regardez finalement James Harden, dans la répartition de ses tirs entre les catch and shoot, les pull-up et les tirs tentés tout près du cercle, eh bien qu'il soit avec Chris Paul ou sans Chris Paul, eh bien cette répartition, elle est quasiment la même. Or, on pourrait se dire, attends, quand il y a Chris Paul, en fait, James Harden, il est beaucoup plus à la finition, Chris Paul beaucoup plus à la création, et donc, eh bien, il tente beaucoup plus de catch and shoot, par exemple, et beaucoup moins de pull-up, des pull-up qui sont des séquences plus ou moins d'isolation. Eh bien, c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que je vous dis, dans le dispositif des Rockets, on a encore un petit peu trop les deux qui jouent chacun leur tour. C'est-à-dire qu'une possession, ça va être Harden qui monte la balle, Chris Paul qui reste sur le côté faible, et puis qui attend qu'il se passe quelque chose, et puis la séquence d'après, ça va être l'inverse. Ça va être Chris Paul qui monte, qui met en place, pendant qu'Harden attend sur le côté faible. Il n'y a pas encore vraiment l'alchimie qui pourrait exister entre un Steph Curry, par exemple, un Klay Thompson, ou un John Wall et un Bradley Beal. Vous voyez deux autres arrières de haut niveau qui cohabitent dans la même équipe. Et puis, si on regarde effectivement aussi au niveau des paniers marqués par James Harden, quand il joue sans Chris Paul, 82% de ses paniers ne génèrent pas de passes décisives. Donc on a complètement un Harden qui, dans l'attaque, entre guillemets, existe en soliste. C'est le soliste de l'attaque. Et quand il est avec Chris Paul, certes, on passe de 82 à 71%. Donc il y a effectivement un petit peu plus de passes décisives, notamment en provenance de Chris Paul bien entendu, qui lui sont adressées, mais on reste quand même à 70%, ce qui est un taux absolument énormissime.
Donc on a un Harden qui, même s'il y a Chris Paul, utilise beaucoup l'isolation. Mais il n'y a pas de raison que ça change, parce que les Rockets, ils jouaient très bien comme ça la saison passée, et ils jouent très bien comme ça sur le début de saison quand il n'y avait pas Chris Paul. Donc il n'y a pas vraiment de raison que ça change, mais c'est pour ça que je vous dis, la cohabitation entre les deux est peut-être encore davantage à définir. On a beaucoup parlé de l'attaque, mais au-delà de l'attaque, ce qui marque vraiment le très bon début de saison de cette équipe des Rockets, c'est la défense. On a une équipe de Houston qui est devenue la 5e meilleure défense de la NBA, toujours dans ce début de saison. Beaucoup d'eau va encore couler sous les ponts. On est complètement d'accord là-dessus, on n'est pas là pour tirer des conclusions définitives, on est juste là pour présenter les faits du premier quart de saison qu'on a vu. Et sur ce premier quart de saison, on a vu une équipe de Houston qui a très très bien défendu. Et c'est cette capacité à mieux défendre qui a vu le niveau global de cette équipe progresser. Parce qu'on était la 18e défense la saison passée. Donc on attaquait très très bien, mais on défendait moyennement. Et bien là on attaque très bien et on défend très bien. Et là ça commence à faire peur, si Houston arrive à maintenir ce niveau-là. C'était le cas la saison passée, on l'est toujours en 2018. On a l'une des meilleures défenses de la NBA sur les tirs à 3 points et sur les 2 points longs. Donc, pour la capacité à contester les tirs de loin, on est très très bon côté Rockets. Là où on est un petit peu moins bon, c'est sur la protection du cercle. Pour la défense des paniers qui sont tentés tout près du cercle. On était 29e la saison passée, donc on était vraiment nullissime dans ce registre. On est passé 18e, donc on a progressé, c'est très bien. Et d'ailleurs, la progression en défense de Houston, elle se matérialise notamment là-dessus. Mais on reste quand même une équipe assez faible pour la protection du panier. Alors, la protection du panier n'incombe pas forcément qu'aux intérieurs. On peut être très faible côté Rockets, parce que quand il y a James Harden dans l'aide, il vient pas aider et on laisse un lay-up tout cuit à l'adversaire. Vous voyez un des exemples qui peut expliquer la faiblesse défensive sur la protection du cercle de cette équipe des Rockets. Ce qui est intéressant, c'est que du côté de la progression en défense de Houston, on a complètement suivi le schéma des Celtics. Je m'explique, ce schéma de progression en défense des Celtics était complètement lié à la progression de l'équipe au rebond. Et bien c'est complètement le cas. Du côté de cette équipe des Rockets, on est passé de la 29e équipe la saison passée de la NBA au rebond défensif à la meilleure équipe de la NBA. On a incroyablement progressé dans le rebond défensif. Et par effet domino, par effet de réversion, eh bien on était la saison passée la 26e équipe qui laissait le plus de points à l'adversaire après des rebonds offensifs, des points en deuxième chance, en deuxième intention, eh bien on est passé de la 26e à la 8e place. En muselant le rebond, eh bien on a sécurisé beaucoup plus de stops défensifs qui forcément ont fait progresser l'équipe en défense. C'est complètement à mettre au crédit et à l'initiative de Clint Capela, qui est passé, vous voyez, de 25% de rebond défensif quand il est sur le terrain à 35%. Ça veut dire que quand Capela est sur le terrain, c'est lui qui arrache 35% du volume total de rebond défensif qui serait disponible. On a un Capela qui est devenu un aspirateur total au rebond. Et puis, d'une manière générale, les role players défensifs de l'équipe, et notamment les nouvelles acquisitions, les PJ Tucker, les Mbah a Moute, eh bien, parce qu'ils sont disciplinés en défense, ils font des écrans retard, eh bien, ils permettent à l'équipe d'avoir une belle progression en défense, et notamment au rebond. D'une manière générale, on a un apport des role players de l'équipe. Je pense à Néné, je pense à Mbah a Moute, je pense à PJ Tucker, qui est vraiment très 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 intéressant en défense. Quand ils sont sur le terrain, vous voyez que le niveau défensif des Rockets est vraiment très 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 élevé. Et même un Eric Gordon, qui n'est pas forcément réputé pour ses qualités de défense, et bien maintenant que Chris Paul est de retour, quand il arrive en 6e homme, et bien la défense des Rockets est vraiment très très bonne. Donc on a une deuxième unité qui défensivement est très solide et qui apporte beaucoup à l'équipe. Regardez, quand Mbah a Moute est sur le terrain, et quand il n'est pas, regardez la différence entre les qualités défensives de l'équipe, alors que l'attaque
reste à un niveau tout à fait égal, c'est-à-dire que Mbah a Moute sur le banc, on est à 116 points pour 100 possessions, il rentre, on est à 115, donc le niveau d'attaque reste le même, et pourquoi il reste le même? Parce que Mbah a Moute, il est à 40% de réussite à 3 points, donc il est parfait dans le dispositif des Rockets, quand le ballon revient sur lui, il sanctionne, et à contrario, c'est un super défenseur, et quand il arrive, eh bien, on encaissait 109 points, on n'en encaisse plus que 100. Énorme différentiel dans les qualités de défense alors que l'attaque se maintient, et c'est exactement pareil pour PJ Tucker. Qualité d'attaque se maintiennent à 116, et quand il arrive, on passe de 107 à 103 en qualité de défense. Un PJ Tucker qui, je me l'étais noté, est à 37% à 3 points, donc qui existe également très très bien dans le dispositif d'attaque de cette équipe des Rockets, ce qui permet à l'équipe d'avoir des 5 alternatifs qui sont très très défensifs. Je pense notamment à ce 5 là, Harden, Tucker, Ariza, Capela, Gordon. On est à moins de 100 points encaissés pour 100 possessions. Il y a une autre unité avec Harden, Tucker, Mbah a Moute, Gordon, Capela. Pareil, très bon apport défensif. Et on a comme ça finalement une cohabitation entre la très bonne attaque et la très bonne défense, bien entendu, qui génère du succès dans cette équipe des Rockets. Alors, reste quand même une inconnue. Parce que tout n'est pas rose dans le Texas. Il reste une inconnue du côté de cette équipe de Houston. C'est la capacité à négocier les fins de match serrés. Il y en a eu très peu sur ce début de saison. Mais, dans les très peu de fins de match serrés qu'ont dû jouer cette équipe des Rockets, eh bien, on est à 4 victoires, 2 défaites. Donc on a un bilan qui est nettement moins reluisant que le bilan global. Et surtout, on a un différentiel qualité d'attaque, qualité de défense qui est très largement négatif. Et on est au final la 22e plus mauvaise équipe de la NBA pour la gestion des fins de match serrés. Les critères là, c'est 5 minutes à jouer, plus ou moins 5 points d'écart. C'est, on va dire, les critères standards quand on parle de clutch, quand on parle de fin de match serré. Dans les fins de match serrés, les Rockets ne sont pas très bons. Et c'était déjà le cas la saison passée. Exactement les mêmes critères, la saison passée, les Rockets, c'était seulement la 16e équipe de la NBA, ils étaient à 23 victoires, 18 défaites, donc ils avaient péniblement un bilan au-dessus des 50%, et un différentiel qualité d'attaque, qualité de défense également négatif. Et dans les deux cas, c'était les qualités d'attaque qui s'écroulaient complètement dans les fins de match serrés, et c'était une nouvelle fois complètement à mettre en corrélation avec l'ADN de James Harden, un James Harden qui, dans les fins de match serrés, c'est une triste réalité, mais disparaît complètement et voit son efficacité complètement plongée. Regardez, la saison passée, c'était le 16e joueur qui a tenté le plus de tirs dans les fins de match serrés. Il est à 35% au tir, 27% à 3 points et 75% au lancer franc. Donc sa réussite, elle plonge totalement dans les fins de match serrés. Et sur cette saison, regardez, il est à 3 sur 15, 0 sur 4 à 3 points dans les fins de match serrés. Et pourquoi, côté Rockets, ça ne marche pas dans les fins de match serrés? Parce qu'on tombe dans le Hero Ball. On tombe dans le Hero Ball où isolation sur isolation sur isolation pour James Harden, et c'est à James Harden entre guillemets d'être le héros. Évidemment, toute la défense est focalisée sur lui et il a toutes les peines du monde à dérouler. Et effectivement, le dispositif entre guillemets assez simple, voire basique des Rockets en attaque, entre guillemets, je fixe, je ressors sur un tireur, eh bien peut-être il devient un petit peu trop simpliste dans les fins de match serrés, parce que la défense sait très bien ce qui va se passer. Et en se réajustant un tout petit peu, en étant attentif, eh bien, on arrive à couper les lignes de passe, à neutraliser un petit peu les tireurs, à essayer de surcharger côté fort sur James Harden parce qu'on sait qu'il va tenter quelque chose, et on arrive comme ça à enrayer l'attaque. Et là, il y a effectivement dans le dispositif de Houston une petite faiblesse. Une petite faiblesse sur laquelle il faut travailler. Chris Paul doit apporter à l'équipe sur ces fins de match serrés, notamment en apportant du playmaking, en laissant peut-être Harden dans ces fins de match serrés, vraiment dans un rôle de finisseur plutôt que dans un rôle de créateur, comme les Celtics le font très bien avec Kyrie Irving. Pourquoi Kyrie Irving, il a des super stats dans les quatrièmes quart-temps, dans les fins de match serrés? Parce que, souvenez-vous des vidéos que je vous ai montrées sur les fins de match des Celtics, il y a des séquences en hands où Kyrie Irving, il commence la séquence sans ballon. Il y a du mouvement, il y a des démarquages, et à un moment, ça ressort sur lui, le défenseur est un peu en retard,
et il a l'intervalle pour attaquer le cercle ou pour tenter un tir. C'est encore ce qui manque à cette équipe des Rockets, et sans une grosse capacité à négocier les fins de match serrés, quand ça va devenir un peu plus sérieux, ça risque d'être plus compliqué pour les Rockets. Donc c'est important de l'avoir en tête, c'est un point qu'il faudra suivre. C'est un point qu'il faudra suivre. Après, la stratégie Rockets, elle est très simple. C'est la stratégie Mike Tyson. Si on cherche le chaos dans le premier round, c'est-à-dire que on se met en place, on met en place les conditions pour complètement dominer le match. Comme ça, on n'est pas contraint de jouer une fin de match serrée. C'est ce que les Warriors aussi font très très bien. Ça peut marcher, ça peut marcher parfaitement bien. Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est un peu le talon d'Achille de l'équipe. Et c'est important de le préciser. Donc en conclusion, on a une équipe de Houston qui, sur ce début de saison, a montré des ajustements vraiment pertinents. Les lacunes de la saison passée, le rebond, la protection de la raquette ont été compensées. On a réussi en parallèle à maintenir les forces, des très belles qualités d'attaque dans le sillage d'un Harden en mode mutant. Et on a donc effectivement une équipe qui peut jouer sur les deux tableaux. Bonne qualité d'attaque, bonne qualité de défense. Ce qui reste maintenant effectivement à suivre et à confirmer, c'est l'émergence du duo Harden-Paul, avec une vraie complémentarité qui se crée entre les deux. Une alternative au Hero Ball sur les fins de match serrés, parce que Houston aura besoin de trouver cette excellence-là pour gagner des matchs serrés. Et puis, il y a aussi un calendrier, des séquences de calendrier qui s'annoncent assez difficiles dans les mois à venir. Notamment, à partir du 25 décembre, ça sera le cadeau de Noël des Rockets, l'équipe va jouer 25 matchs à l'extérieur pour 15 à domicile. Donc il va y avoir une portion de calendrier qui est vraiment très 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 compliquée. Et dans cet intervalle de 40 matchs, il va y avoir entre le 1er février et le 20 mars une section avec 15 matchs à l'extérieur pour 7 à domicile. Donc effectivement les Rockets, ils ont tout intérêt avant Noël d'engranger un maximum de victoires. Ils ont une série, je crois, très bientôt de 7 ou 8 matchs à domicile. Donc ils ont intérêt à engranger un maximum de victoires. Même si c'est une très bonne équipe à l'extérieur, fatigue accumulée, des longs road trips, etc., le calendrier va se complexifier un petit peu. Donc c'est bien d'engranger maintenant, en ayant en tête qu'on va peut-être abandonner des matchs en laissant reposer des joueurs, ou la fatigue aidant, on va peut-être plus être en capacité d'être à 42% sur les pull-ups. Voilà où je voulais en venir. Je vous remercie de votre fidélité, une équipe de Houston qu'on suivra bien sûr de très près, une équipe qui a montré eh bien effectivement une très belle composition, et Daryl Morey a fait vraiment un très très bon travail dans ses recrutements parce qu'on a monté un groupe homogène dans la complémentarité où chacun est dans son rôle, où on ne se marche pas sur les pieds. Et si Houston arrive sur les 3 quarts de saison restants à maintenir le beau niveau qu'on a vu sur ce premier quart de saison, ça peut être une équipe vraiment intéressante. A très bientôt, bon match à tous.